Merci. Merci beaucoup, Camille. Alors, donc, comme Camille l'a dit, je vais poser un petit peu moins de questions 7 à Maître Tellier qui travaille sur le cas depuis maintenant de nombreux mois. 7 questions qui vont peut-être permettre de parcourir les grandes lignes du cas, de couvrir les principaux domaines et des questions qui sont devenues un peu centrales dans la thématique, aussi bien en droit que par ailleurs. On essaye d'aller vite, 30 minutes environ. Comme ça permet donc de dresser le tableau général. Et après, on a une bonne heure pour que vous puissiez approfondir tous les points que vous voulez. Donc je vous propose que pendant les 30 premières minutes, on écoute vraiment Maître Tellier comme ça. On a d'abord le panorama et après, on rentre dans les détails. Alors, la première question concerne le rappel des demandes juridiques qu'on établit avec We Are Nature, parce que ce qu'on essaie de faire, c'est donc de protéger les espaces naturels et les sols vivants à Bruxelles, parce que nous savons et nous sentons tous qu'ils nous sont bénéfiques, qu'ils sont une valeur en eux-mêmes et qu'ils sont importants, mais à partir de ce savoir immédiat, disons, quand on analyse, on se rend compte qu'en plus d'être agréable, nécessaire et important, ils représentent des fonctions et des services qui sont tout à fait essentiels à nos quartiers et à la région. En même temps, on les protège. Il y a ici beaucoup de collectifs qui protègent ces espaces naturels et on sait tous à quel point c'est difficile de les protéger parce que même quand on gagne, la région revient avec d'autres demandes de permis légèrement modifiées et continue de les détruire, de les urbaniser. Donc c'est très difficile de les gagner. C'est la raison pour laquelle on fait cette action en droit. Et c'est donc la première question à Maître Tellier. En droit, de quoi s'agit-il dans ce cas? Qu'est-ce qu'on demande en droit pour essayer justement de protéger cet espace naturel nécessaire? Alors je vous rassure tout de suite, je ne suis pas du tout politicien, mais je ne vais pas répondre à la question. Si je vais y répondre, mais je vais d'abord prendre le temps de recontextualiser les choses et de vous rappeler la manière dont on s'est rencontrés. Je pense que c'est important de recontextualiser les choses et la réflexion qui va nous amener à engager cette action cette semaine. Les fondateurs de We Are Nature sont venus me trouver à mon cabinet, je pense pour deux raisons. Au-delà du fait que je suis avocat, c'est que j'ai une certaine particularité dans ma pratique, c'est que je combine une spécialité en droit de l'urbanisme et l'aménagement du territoire et une autre en droits humains. Et ce sont des matières qui, aujourd'hui, ont vocation à se combiner de manière très très forte. J'y reviendrai tout à l'heure à l'occasion d'une autre question qui sera posée. Et ils étaient venus me voir en disant, voilà, il y a pas mal de citoyens, de riverains, de collectifs, d'associations qui contestent en règle au Conseil d'État des permis lorsqu'ils sont délivrés. Et parfois ils gagnent, mais c'est gagner pour perdre derrière, puisque les permis sont refaits lorsqu'ils ont été annulés par le Conseil d'État. Et souvent, on constate que par rapport à l'état actuel de la réglementation, il n'y a pas d'opposition à urbaniser les sites que les acteurs de terrain veulent protéger. Donc c'est un petit peu avec ce problème qu'ils sont venus me trouver en me disant est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir ensemble et envisager, à ce moment-là on ne savait pas vraiment quoi, quelque chose qui pourrait changer la donne. Alors, ce quelque chose, c'est nécessairement de faire changer les règles de manière à rendre plus contraignant la défense de la nature, la défense de l'environnement. Pour bien comprendre les arguments juridiques qui seront développés, il faut savoir qu'en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, les choses sont réglées par une série d'instruments qui sont adoptés par le gouvernement régional et qui s'inscrivent dans double contrainte. La première, c'est la ligne du temps. Les instruments sont pris à des époques qui peuvent être lointaines. Et la deuxième, c'est que, selon le vœu du législateur, qui organise ces outils, notamment d'aménagement du territoire, de défense de la nature ou de gestion des eaux,
chaque plan ou programme doit influer sur l'autre. C'est-à-dire que lorsque le gouvernement décide un temps X quelque chose en matière programmatique en matière de gestion des eaux, eh bien, il doit réaliser ce programme au travers d'autres instruments. Ces instruments, par rapport à la première contrainte ligne du temps, il faut parfois des années, il faut toujours des années pour les adopter. Et donc on se trouve aujourd'hui avec une législation qui n'est plus du tout adaptée aux enjeux actuels. Ce qui me permet de dire que les permis, lorsqu'ils sont délivrés sur des sites à l'état naturel ou en friche, ou quelle que soit la manière dont on les appelle, peuvent être parfaitement légaux, mais les permis ou la réglementation qui les autorise est totalement archaïque. Le point de départ, l'aménagement du territoire en région bruxelloise date de 2001. On fonctionne aujourd'hui avec une contrainte d'aménagement du territoire qui date de 2001. C'est en 2001 qu'on a établi chaque fonction, ou en tout cas où on allait réaliser chaque fonction nécessaire à la vie en société à l'échelle du territoire de la région. Donc on fonctionne avec un vieux modèle qui a près d'un quart de siècle, et on sait comme en un quart de siècle, les conditions climatiques ont évolué, et surtout notre savoir, notre connaissance a malheureusement plus qu'évolué, et en particulier ces 2 ou 3 dernières années. Deuxième instrument, qui est en fait un instrument faîtière, qui s'appelle le plan régional de développement. Alors, dans sa version actuelle, pompeusement, le gouvernement a rajouté l'adjectif durable, le plan régional de développement durable, adopté en 2018, qui fixe des objectifs de développement durable. Évidemment, on le voit avec une conception de 2018. D'autres plans ont été adoptés très récemment. Un plan air, énergie, climat, dans sa deuxième version, au courant de l'été 2023, et un nouveau plan de gestion des eaux dans le courant de l'été 2023 aussi. Ces 2 nouveaux instruments affirment des principes et des objectifs qui vont totalement dans le sens de vos préoccupations et de vos demandes. Je vais rapidement lire un extrait du plan air, énergie, climat de 2023. Après avoir réalisé un constat de la situation climatique et des enjeux à l'échelle de la ville, le gouvernement dit ceci: le gouvernement s'engage à mettre en œuvre les principes suivants dans le cadre de sa politique environnementale et d'aménagement des territoires. Dans les choix d'urbanisation, veiller à la prise en compte de la qualité des sols et la valorisation, autant que possible, des sols de bonne qualité. Il s'agit d'affecter ces derniers, autant que possible, aux usages permettant d'atténuer les effets du changement climatique sans compromettre d'autres enjeux prioritaires du développement urbain. Favoriser la restauration des sols dégradés dans les espaces ouverts, privilégier et promouvoir la construction, densification sur les sols déjà imperméabilisés, afin de préserver au maximum les terrains non artificialisés. Autre extrait de ce même plan, le gouvernement s'engage, dans le cadre de ce document, conformément à ce que préconise la stratégie d'adaptation de l'Union européenne en vue de lutter contre les effets du changement climatique, à promouvoir et favoriser le recours aux solutions d'adaptation fondées sur la nature, NBS, dans les plans d'aménagement du territoire, dans les projets urbanistiques à diverses échelles, parcelles, rues, espaces publics, quartiers, ainsi que dans les programmes de rénovation urbaine. Donc on a un engagement du gouvernement, en fait, d'aller dans le sens de ce que vous demandez. Le problème, j'ai dit tout à l'heure, c'est celui de la temporalité, entre le moment où on affirme cet engagement, cet objectif, et le moment où on va pouvoir le mettre en œuvre au travers de mesures concrètes, eh bien, il y a un temps. Et il y a un temps qui est très très long, puisque le PRAS est en révision depuis 2021, sur base des objectifs du plan régional de développement durable que j'évoquais tout à l'heure, qui date lui de 2018. Donc en 2018, on fixe un cadre. On va commencer à le mettre en œuvre au travers d'une réflexion qui démarre en 2021. Mais en 2024, il n'y a rien qui se passera avant la fin de la législature. Et de manière très rapprochée, au mois de juillet, au mois d'août, le gouvernement prend des engagements particulièrement forts. Et la question qui se pose, c'est comment faire pour que ces engagements ne restent pas lettre morte.
doivent être consacrés dans le plan régional d'affectation du sol en révision. Ça ne se passera pas avant 2025-2026, puisque les élections ont lieu ici au mois de juin. Temps de mettre en place un gouvernement, temps de mettre en place des nouveaux accords, des nouveaux marchandages vraisemblablement. Il faudra encore 2-3 ans. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? À l'encontre des objectifs qui sont déclarés et des engagements, c'est pas des objectifs, le gouvernement dit on s'engage à l'encontre de ce qui n'est qu'un engagement. La loi reste la force du droit qui, aujourd'hui, est régie par des instruments anachroniques et complètement datés. Donc voilà le contexte à partir duquel on a construit notre procédure. Alors, notre procédure, elle se construit en fait un peu sur le même modèle que l'affaire climat, en tout cas en termes de stratégie et de modèle, même si les arguments sont sensiblement différents, mais il y a un point commun. Un point commun qui est le point commun de tous les contentieux climatiques, c'est celui de fonder la demande sur le respect des droits humains. Les droits de l'homme impliquent, pour certains, une intervention positive de l'État, pour certains, des interdictions dans le chef de l'État, c'est-à-dire que l'État ne peut pas porter atteinte. L'État ne peut pas, en principe, porter atteinte à ma vie privée. Il ne peut pas prendre des mesures intrusives de ma vie privée. Donc il y a une obligation négative, une interdiction faite à l'État, une obligation de protéger les droits en s'abstenant d'y porter atteinte. Première catégorie de droits. Deuxième catégorie de droits fondamentaux implique une obligation positive à charge de l'État. L'État a l'obligation de réaliser le droit, c'est-à-dire de prendre les mesures qui sont nécessaires pour que le droit soit effectif. Par exemple, le droit à un environnement sain. Vous ne pouvez pas aller toquer à la porte du gouvernement pour dire « j'ai droit à un environnement sain », ça ne veut rien dire. Par contre, le gouvernement, en particulier le gouvernement régional, puisque les matières sont régionalisées, a l'obligation de prendre les mesures qui concourent à ce que ce droit à un environnement soit effectif. Pareil, en matière de droit au logement, personne ne peut toquer à la porte d'une institution ou d'une autre, j'ai le droit à un logement. Non, mais c'est une obligation d'un chef des pouvoirs publics de prendre les mesures nécessaires pour réaliser ce droit. Alors, il y a deux droits qui sont mobilisés de manière générale dans les contentieux climatiques, c'est le droit à la vie et le droit au respect à la vie privée et familiale. Alors, dans sa conception historique, le droit à la vie empêche, fait interdiction au pouvoir public de porter atteinte à la vie au sens binaire de je suis vivant ou je suis mort, et le droit au respect de la vie privée, j'ai dit tout à l'heure, c'est une interdiction faite aux États de porter atteinte, sauf dans certaines conditions que je ne développerai pas ici. Mais, depuis quelques années, la portée du droit à la vie, du droit à la vie privée et familiale, a évolué grâce à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, notamment au départ dans des arrêts qui concernaient la Turquie et qui concernaient des dégâts, des dommages, suite à des catastrophes naturelles, en particulier des tremblements de terre. La Cour constate que lorsque l'État a la connaissance d'un danger crédible, sérieux, important, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour, face à ce danger, garantir le droit à la vie, ça c'est vraiment l'extrême, en tout cas garantir le droit au respect à la vie privée, ce qui implique de pouvoir vivre décemment, de pouvoir continuer à vivre décemment, je ne pourrais pas le dire autrement ici. Et donc ça implique, face au changement climatique, une obligation des États d'agir. D'agir pour quoi faire? D'agir pour, évidemment, réduire les émissions de manière globale. C'est ce qui a fait l'objet d'une procédure ici en Belgique qui a donné lieu à un arrêt de la Cour d'appel condamnant l'État belge de différentes régions, sauf la région wallonne, que vous connaissez bien, l'affaire climat, dont l'objet était, notamment au travers
de la réalisation des droits fondamentaux que je viens d'énoncer, d'obtenir la condamnation des entités fédérales et fédérées pour manquement à prendre les mesures nécessaires, c'est-à-dire de réduire leurs émissions face au risque d'atteinte au droit à la vie et au droit à la vie privée. Deuxième élément, c'est le droit européen. Le droit européen est issu, en tout cas les éléments du droit européen que nous allons mobiliser, est issu ou participe à la réalisation des accords de Paris. Alors, je pense que tout le monde ici a entendu parler des accords de Paris de 2015, dans le cadre de la COP qui s'est tenue là-bas, je n'ai plus le numéro en tête. Alors, tout le monde sait, je pense, que les accords de Paris avaient pour objet ou ont permis aux États de s'engager dans une réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec deux échéances, une échéance 2030 et une seconde échéance 2050. 2050, l'objectif étant d'atteindre la neutralité carbone. La neutralité carbone, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'on n'émet plus de carbone, ça, on sait que ce sera absolument impossible, mais tout ce qui est émis en 2050 doit être absorbé. Et ce que dit clairement cet accord de Paris, et à la suite les instruments de droit européen que j'évoquerai, c'est que cette captation, elle ne se fera pas, en tout cas, ils ne le disent pas. Ils ne disent pas que la technologie résoudra le problème. Dans l'accord de Paris, que les instruments de droit européen existants prévoient qu'en 2050, c'est la nature qui devra compenser ce qu'on continuera à émettre. Et donc, là, sur le plan du droit, il y a un élément qui est l'engagement dans les accords de Paris de non seulement limiter, on sait ce qu'il en est, l'État de la région a été condamné pour manquement, mais aussi de maintenir ou augmenter, c'est si besoin, il faudra augmenter pour atteindre cette neutralité carbone en fonction de ce qu'on continuera à émettre, il faudra potentiellement augmenter les puits carbone naturels. Et donc, jouer sur la nature pour procéder à cette balance émission-absorption. Alors, maintenir le puits carbone, ça implique quoi? Ça implique que ce que l'on a comme potentiel, on n'y touche pas. Et donc, l'état de capacité de puits carbone aujourd'hui, on ne peut pas y toucher. En tout cas, si l'on y touche, on doit la reconstituer ailleurs. Alors, ça peut se faire en dehors de l'échelle de la région bruxelloise, évidemment, mais alors ça impliquerait des accords de coopération entre les régions, entre d'autres États, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Et surtout, l'accord ou l'engagement de conserver le stock ou la capacité de puits carbone, il ne date pas d'aujourd'hui. Il date de 2015. Aujourd'hui, on est en 2024, presque 10 ans, où la région n'a rien fait pour, ne fût-ce qu'avoir un outil performant et efficace qui permette de comptabiliser le travail sur ses émissions, mais elle ne travaille absolument pas sur la captation carbone. Troisième objet de l'accord de Paris, qui va pouvoir être mobilisé dans cette procédure, c'est l'engagement des États à s'engager dans l'adaptation. Déjà en 2015, alors qu'on avait encore de grands espoirs de pouvoir contenir le réchauffement à 1,5 degré, les États se sont engagés vers l'adaptation. Alors, quelques années avant, le concept d'adaptation a déjà été évoqué dans les COP, mais uniquement à l'époque pour les pays en développement, qui sont évidemment les plus fragilisés. Et donc, en 2015, basculement qui est passé de manière assez discrète. L'adaptation ne concerne plus les pays en voie de développement ou les pays qui sont les plus exposés aux conséquences du changement climatique, mais concerne tous les États, dont les États occidentaux, qui doivent prendre des mesures garantissant cette adaptation, sans quoi la vie ne sera plus tenable. Et c'est ce que le législateur européen a mis en œuvre au travers de plusieurs instruments, dont la loi européenne sur le climat, qui impose aux États membres, à des échéances régulières, tous les 5 ans, de prendre des plans et programmes
je cite les termes exacts, qui repose sur de solides analyses du changement climatique et des vulnérabilités, qui repose sur des évaluations des progrès accomplis et des indicateurs. Pourquoi des progrès accomplis et des indicateurs? Parce que les instruments doivent être revus tous les 5 ans, et donc il faut pouvoir apprécier les progrès accomplis par la mise en œuvre du programme précédent. Comment est-ce qu'on peut le faire de manière objective, sur base de critères objectifs, donc d'indicateurs, qui sont guidés par les meilleures données scientifiques, les plus récentes. Ces plans et programmes doivent promouvoir des solutions fondées sur la nature et une adaptation reposant sur les écosystèmes. Donc, le législateur européen, le droit européen, impose, au travers de notre système institutionnel à la région bruxelloise, d'adapter les plans et programmes, de les éprouver, de vérifier tous les 5 ans quel est le progrès qui est accompli. Je fixe des objectifs, j'identifie des mesures pour réaliser ces objectifs. Comment est-ce que j'éprouve si ça marche? Au travers d'indicateurs basés sur la science. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois agir sur la nature. Ça, ce n'est pas les militants qui le disent, c'est l'Union européenne. Et donc l'objet de la demande, et je clôture la réponse, mais c'était important de fixer le cadre, je pense. L'objet de la demande, ce sera de constater que la région commet un manquement par rapport à ses obligations d'adaptation, et en particulier ses obligations de prendre ses plans et programmes tels que définis par le législateur européen. La région prend des plans et programmes. Elle en prend encore, je l'ai cité ici, au cours de l'été, 2 très importants, plan air, énergie, climat et plan gestion des eaux, qui fixent uniquement des déclarations d'intention. Il n'y a pas d'objectif concret. On va privilégier les sites naturels, en tout cas, on va, dans les choix d'urbanisation, veiller à la prise en compte de la qualité des sols. Comment? Avec quel indicateur? Sur base de quelles données scientifiques? Pour faire quoi? On n'y répond pas. Donc de constater qu'il y a un manquement qui est commis depuis plusieurs années, puisque le premier plan et programme est pris maintenant avec ce contenu-là, il y en a eu un peu précédemment, mais qui n'avait même pas ça. Donc il y a un manquement, l'obligation de réaliser ça, qui risque de porter atteinte, au plus on tarde, au plus ce sera difficile de s'adapter, de porter atteinte aux droits fondamentaux que j'ai cités tout à l'heure. Et donc comment agir aujourd'hui? C'est adopter ces plans, en tout cas les mettre en œuvre les intentions, les engagements, plutôt, puisque je vais utiliser la terminologie qui l'assure, engagement du gouvernement, en faisant quoi? En ne construisant plus le temps nécessaire pour répondre aux obligations d'adaptation telles qu'elles sont définies par le droit européen. Donc ça, c'est l'objet de la demande. Un moratoire sur la construction sur des sites non bâtis de plus d'1 demi-hectare, non pas à vitam aeternam, mais dans l'attente de ce que le nouveau PRAS, qui est en cours de révision, en tout cas dont la révision a été entamée, fixe une nouvelle cartographie et une nouvelle façon de construire à l'échelle de la région. Merci beaucoup. On est d'accord pour un samedi après-midi 16h avec une part de gâteau de chocolat, mais je pense que c'était très clair et super intéressant pour ceux qui suivent le cadre. J'essaye de faire un mini résumé avant de passer à la question suivante, peut-être pour synthétiser les choses. Premièrement, on a une législation de réglementation européenne qui n'est plus adaptée aux enjeux actuels. Européenne, si. Régionale, je veux dire, pardon, qui n'est plus adaptée aux enjeux actuels. Deuxièmement, notre action se base ou est fondée sur les droits humains. Troisièmement, la législation européenne est plus à jour et prévoit notamment une obligation de neutralité carbone en 2050, le maintien ou l'augmentation des puits de carbone et l'adaptation. Et quatrièmement, le défaut de mise en œuvre de plans et de programmes adaptés dans la législation régionale contrevient aux obligations européennes et risque donc de porter atteinte aux droits fondamentaux. Et donc on agit, on demande un moratoire et deux, des réglementations qui soient adaptées, qui répondent aux critères européens et qui permettent de préserver les droits fondamentaux. Bon, c'est une mini-synthèse, mais vous avez utilisé à 2 reprises, si je ne me trompe pas, le terme de contentieux climatique. Est-ce que vous pouvez nous dire, mais vraiment en 1 minute, quelle est la particularité du contentieux? Cette fois-ci, je vais répondre directement à la question.
Un contentieux climatique, c'est un contentieux qui vise à confronter les États à leurs obligations face au changement, dérèglement, ou je dirais, je sentais de dire bouleversement climatique. Il y a une forme de gradation dans la terminologie, on parle de changement climatique. On commence à dire non, il ne faut pas dire ça parce que ça reste assez neutre, assez sympa même. Et donc on parle de changement climatique, on est passé à. J'en perds mes mots. À dérèglement. Dérèglement, pour moi, c'est encore un peu trop soft, donc j'aime bien dire plutôt bouleversement. Donc, c'est un nouveau contentieux qui émerge dans quasiment tous les pays du monde, où des citoyens, encadrés par des ONG ou constitués via des véhicules juridiques, via Nature, ASBL est un véhicule juridique qui permet de mener l'action, vise à obtenir la condamnation de l'État pour ces manquements, soit en ce qui concerne les engagements de réduction des gaz à effet de serre, c'est la plupart des contentieux connus, il y en a eu en Belgique, il y en a en France, il y en a aux Pays-Bas, les premiers c'était aux Pays-Bas, en tout cas au niveau européen. Nous, notre contentieux climatique est un petit peu particulier parce qu'à ma connaissance, en tout cas dans les pays européens, c'est le premier qui serait fondé sur l'adaptation et sur les manquements aux obligations que j'ai décrites tout à l'heure, avec une particularité encore, c'est que on se trouve dans un... Je pensais que c'était un signal pour dire que j'étais trop long. Mais c'est une mouche. Avec une particularité, c'est qu'on a à l'échelle de la région, enfin à l'échelle de la ville-région, toutes les compétences nécessaires pour agir. Et donc on a une cible, la région. Et alors dans le contentieux climatique, il y a aussi une dimension non judiciaire, non juridique. Oui, absolument. Alors, ce n'est pas vraiment nécessairement le propre du contentieux climatique, c'est le propre du contentieux stratégique. Et le contentieux climatique est une forme de contentieux stratégique. Le contentieux stratégique, c'est une façon non seulement de défendre ses droits devant les cours et tribunaux, mais également d'utiliser, si vous me permettez, je vais utiliser un vilain mot, mais je tempérerai tout à l'heure, d'instrumentaliser les cours et tribunaux pour les utiliser comme caisse de résonance, pour mettre sur la place publique un débat qui n'a pas lieu ou n'a pas suffisamment lieu. Et la mise en place de ce débat dans l'espace public permet évidemment aussi d'agir sur le politique par une pression citoyenne, une pression médiatique et une pression judiciaire, puisque je dis instrumentaliser les cours et tribunaux, si on n'a pas la moindre chance de l'emporter, c'est pas la peine d'y aller. Donc le mot était un petit peu fort, puisque je répondrai à une autre question tout à l'heure sur ce point. Merci. Alors, il y a un point qui revient tout le temps dans le débat que nous, on a en tant que collectif de défense de certains espaces naturels, c'est la question du logement. Des équipements publics d'une part et du logement. C'est-à-dire qu'il y a pour l'instant un discours dominant qui consiste à dire qu'on a une crise du logement. Effectivement, il y a une crise du logement à Bruxelles qui est extrêmement grave et profonde, qui touche énormément de monde et de plus en plus, malheureusement, on ne peut plus vraiment parler de crise d'ailleurs, puisque c'est constant depuis plus de 30 ans. Une crise étant brève, là c'est pas une crise, c'est une forme de politique. Et donc il y a une sorte de compétition sur les derniers espaces naturels bruxellois où on doit d'une part maintenir la biodiversité et le climat, d'autre part éventuellement loger les gens. Et donc ça renvoie à des questions de droit également qui nous sont certainement posées par le juge, au moins par la partie adverse, c'est-à-dire il y a aussi un droit au logement. Il y a le droit à un environnement sain, il y a les droits humains fondamentaux, et dans les droits humains fondamentaux, il y a aussi le droit au logement. Donc comment est-ce qu'on va articuler ça en droit? Quel type de réponse on va pouvoir fournir à la partie adverse et au juge? Alors, je pense qu'il y a deux choses à dire sur votre question, et je voudrais l'élargir. Contentieux stratégique ne se passe pas que dans les tribunaux, donc je vais répondre à la question en droit, mais je voudrais aussi aborder la question de l'opposition entre le logement, le droit au logement et le droit à un environnement sain, pour le dire vraiment très largement, le droit à la vie, on ne va pas se mentir, c'est un peu ça qui est en jeu. Donc sur le plan du droit, il n'existe pas de hiérarchie entre les droits fondamentaux. Il n'y a pas. Alors on peut
peut dire que le droit à la vie est au-dessus, parce que c'est un droit absolu, a priori. Mais c'est un droit absolu, c'est-à-dire que les États ne peuvent pas, en tout cas dans nos systèmes sous la Convention européenne des droits de l'homme, on ne pourrait pas mettre en œuvre la peine de mort, parce que le droit à la vie est absolu. Comme il n'y a pas de hiérarchie entre ces droits, il y a des arbitrages qui doivent être faits, ce sont les arbitrages politiques. Si c'est un arbitrage politique, ce n'est pas au juge à trancher. En fonction de la séparation des pouvoirs, le juge ne peut pas remballer l'affaire en disant « je privilégie le droit au logement par rapport à ce que vous invoquez, vous, comme atteinte à vos droits ». Donc là, c'est sur le plan du droit. Sur le plan de la sémantique et du discours. Entrer dans ce type de confrontation en opposant droit au logement, droit à l'environnement, c'est empêcher tout questionnement quelque peu raisonnable et raisonné. C'est une façon violente d'empêcher le débat par un argument d'autorité. De dire, mais vous ne vous rendez pas compte, il y a des gens qui sont à la rue, il y a une crise du logement, alors certes, les oiseaux, nous aussi on les aime, nous aussi on aime ce site, mais il faut faire face à des situations qui sont humainement compliquées. Or, je pense qu'il n'y a aucune raison d'opposer les deux, si ce n'est par simplification, et qu'il y a d'autres solutions que les construire sur les sites non bâtiments. Je ne dis pas qu'il faut tous le préserver, j'ai pris le soin de le dire tout à l'heure. L'objet de la demande n'est pas de sanctuariser tout ce qui comporte 3 arbres et demi. C'est un moratoire dans l'attente de ce qu'on redéfinisse les priorités de la ville. Et c'est une opportunité pour revoir l'ensemble des politiques et la manière de les réaliser, en ce compris en politique du logement. Alors, crise du logement, oui, mais veillons toujours à recadrer les choses. C'est la crise du logement abordable, c'est la crise du logement, la crise d'un nombre de logements, des logements qui sont construits à quelques exceptions près. Sur les sites que vous voulez protéger, en règle générale, ce n'est pas du logement social, hein, ce n'est pas du logement abordable. Il y a des cas, mais dans la énorme majorité, ça ne répond pas à la crise du logement abordable. Quelques chiffres. Il y a répertorié, à l'échelle de la région bruxelloise, 597 915 logements, dont 40 340 logements sociaux. Il y a en région bruxelloise, alors les chiffres, on leur fait dire un peu ce qu'on veut, hein, j'ai bien conscience, mais ça permet d'avoir peut-être des repères, et puis on pourra après discuter de ces chiffres, mais pour 563 882 ménages. Il y a plus de logements existants que de ménages. Alors je ne dis pas que tous les ménages ont des logements, que tous les ménages ont des logements qui sont décents, loin de là, et que tous les ménages peuvent faire face au prix de leur loyer. Mais des logements, il y en a. Alors, ça implique une autre stratégie et ça implique une charge complètement différente. Si c'est le promoteur public qui doit réaliser du logement ou si c'est les promoteurs privés, le choix est vite fait pour le pouvoir public. Hein. Donc les enjeux, ils sont là. Ce n'est pas opposer le droit au logement et le droit à l'environnement. Super, merci beaucoup. Je pense qu'on y reviendra encore après. Alors, en ce qui concerne la procédure, est-ce que vous pouvez nous expliquer où on se trouve maintenant, quelles sont les prochaines étapes et à quelle forme de calendrier on peut s'attendre? Quel type de délai, par exemple? Alors, on se trouve aujourd'hui à un moment important qui est celui de l'entame de la procédure judiciaire. Donc, en amont, il y a eu toute la réflexion, dont je vous ai rappelé l'historique tout à l'heure. Puis il y a eu une mise en demeure du gouvernement qui a eu lieu au mois de juin. On a eu une réponse disant que tout allait bien, Madame la Marquise, au mois de septembre. Et plus que ça, en plus, nous, gouvernement, nous n'avons pas le pouvoir de faire ce que vous nous demandez, c'est-à-dire on n'a pas le pouvoir techniquement de donner instruction aux fonctionnaires délégués de suspendre les permis qui seraient délivrés dans les sites concernés. Tout à fait faux. Et donc aujourd'hui, on est à la veille de l'entame de l'action. L'entame de l'action, ça se passe comment? Il y a un huissier de justice qui est un facteur de luxe, avec tout le respect que j'ai pour les huissiers de justice. Dans cette tâche-là, il prend un pli, il va le déposer au cabinet du ministre-président avec une convocation à comparer devant le tribunal. Comme c'est l'huissier qui se charge
des démarches vis-à-vis du greffe du tribunal, je n'ai aucune idée aujourd'hui de à quel jour l'affaire sera introduite. Des délais minimum de citation est de 8 jours, donc entre le jour où l'huissier se présente à la porte du cabinet du ministre-président et la date à laquelle la comparution est fixée, il faut minimum 8 jours plein. Donc, ce sera nécessairement, ou plutôt la semaine prochaine. À cette audience-là, la région sera déjà représentée par un avocat qui prendra contact avec moi avant, et on va, ce jour-là, fixer un calendrier fixant des délais dans lesquels chacun va échanger ses arguments par écrit. Donc tout doit être fixé par écrit. Voilà, ma citation, elle fait à peu près 145 pages. Le gouvernement va y répondre, je vais répliquer, le gouvernement va répliquer à mes répliques, et j'aurai encore la possibilité de répondre, et puis ils auront le dernier mot. Et puis seulement nous aurons une audience. Alors, une audience ici, je pense que ce sera très court, je pense qu'il faudra obtenir 2 matinées. Ce sera là peut-être la difficulté. Quand est-ce que le tribunal aura 2 matinées, à une échéance entre les 2 matinées rapprochées, idéalement 2 jours d'affilée, ce serait parfait, à octroyer pour le dossier. Et donc ce qu'on va faire, c'est en fonction des dates auxquelles l'affaire pourrait être plaidée, en règle générale dans l'année, si au tribunal de première instance, fixations sont à 1 an à peu près, peut-être un peu moins, à partir de cette date-là, on va à rebours fixer le calendrier d'échange de nos conclusions écrites. Et puis l'affaire sera plaidée au mois de décembre, janvier, février l'année prochaine. Ok, merci. Ce qui nous laisse quand même le temps de rester très actif pendant ce temps-là, et ça sera l'objet de la deuxième partie de l'après-midi, puisque on est donc dans un contentieux climatique et qu'on avance sur le volet juridique et sur le volet mobilisation. Et alors peut-être une dernière question, il y en avait d'autres qui étaient prévues, mais je propose qu'après on passe à vos questions, parce que sinon ça va être trop long. Une dernière, c'est est-ce que des personnes peuvent encore devenir co-demandeuses, parce qu'on est à peu près 1000 pour l'instant à avoir donné mandat à Maître Tellier. Donc il y a d'autres personnes qui peuvent certainement encore entrer dans l'affaire. Jusqu'à quand est-ce qu'il y a une différence entre les personnes physiques et les personnes morales, donc les ASBL par exemple? Voilà, si vous pouvez me dire un mot là-dessus, puis après je passe le micro à ça. Alors, des nouvelles personnes peuvent rejoindre l'action comme partie intervenante, ce qui fait qu'ils seront représentés comme les co-demandeurs de débat. Ils peuvent le faire à tout moment de la procédure sans que ça puisse ralentir la procédure. Et donc, idéalement, il faudrait le faire au moment où on déposera notre première conclusion, de manière à ce que, en tout cas, d'un point de vue théorique, parce que j'imagine mal la région commencer à vérifier la situation de chacune des requérantes, mais voilà, d'un point de vue à la fois déontologique et de respect de la procédure, on pourrait le faire au moment de première conclusion, c'est-à-dire a priori dans une échéance au minimum de 2 mois. Donc vous avez 2 mois pour vous décider ou embarquer vos amis, parents ou autres qui seraient concernés par cette belle aventure. On a 2 mois donc, et il faut qu'on soit encore plus nombreux. Alors, est-ce que quelqu'un veut poser la première question qui est toujours la plus dure? Super. Je passe le micro. Si quelqu'un peut prendre le relais après, ça serait pratique. Merci beaucoup. J'ai justement une question en lien avec l'intervention, le fait de se joindre à l'action. Qu'est-ce que ça apporte en fait qu'un certain nombre d'associations, de citoyens se joignent à l'action? Est-ce que ça la rend plus convaincante, plus percutante? Voilà. Et donc, compte tenu du fait que vous indiquez qu'on peut encore se joindre ou faire intervention jusqu'aux premières conclusions, est-ce que ça vaut la peine de battre le rappel et d'essayer d'avoir un maximum de monde d'ici là? Voilà. Alors, absolument. Je l'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne le contentieux, son volet stratégique, les choses ne se font pas que devant le tribunal. Alors, d'abord, le juge, c'est un homme comme un autre. Je me souviens, quand j'étais petit, il y avait des émissions à la RTBF, le pêcheur, un homme comme un autre. Le juge est aussi un homme comme un autre. Et donc, on peut imaginer, même si ça n'apparaît jamais dans les décisions, ce serait vraiment problématique si c'était le cas, que l'écoute du juge n'est pas la même si vous êtes 4 à revendiquer vos droits dans ce type de procédure, où les enjeux sont quand même, en termes politiques, économiques, sociaux, très importants. Ce n'est pas
Ce n'est pas rien comme demande, on en a conscience. Et donc, le poids, savoir que c'est une action qui est portée par les citoyens, c'est très important. C'est important pour le juge, qui peut appréhender les choses différemment si c'est 4 ou 1000 ou 5000, soyons fous. C'est pas la même chose. Et politiquement, puisque c'est aussi un des enjeux indirects mais certains de la procédure, du contentieux, et particulièrement à une échéance, à des échéances électorales très rapprochées, savoir qu'il y a une véritable mobilisation de gens qui non seulement soutiennent le trait d'une pétition, c'est très facile, le dimanche matin, chez le boulanger, de signer une pétition en attendant que ce soit son tour. Par contre, s'engager dans une procédure, ça nécessite quand même un engagement différent. Et donc, avoir cette pression-là n'est, je pense, pas neutre, et permet aussi d'obtenir ce qui est peut-être un peu trop timide encore aujourd'hui, des relais médiatiques, et qu'on parle de ce dossier, comme on a pu parler de l'affaire climat, parce que les gens se mobilisaient, et parce qu'ils étaient nombreux. Donc je pense vraiment qu'il y a un enjeu important. Il ne faut pas se dire, tiens, il y en a 1000 qui l'ont fait, très bien, je les soutiens, ils ont raison. Non, s'il est possible d'engager, je pense qu'il faut faire ça du sens. À ce sujet-là, on a mis des mandats à l'entrée, donc si vous voulez en prendre en partant et signer tout le monde, n'hésitez pas. Par rapport à cela, peut-être repréciser les engagements des requérants, voir s'ils s'engagent financièrement ou pas avec vous, ou bien si c'est moralement. Alors moi, je ne serais pas mieux payé si vous êtes nombreux. Par contre, si vous participez financièrement, ça arrangera oui, la nature, évidemment. Mais non, il n'y a pas d'engagement. En fait, vous aurez vos noms dans les actes de procédure, mais ils ne seront même pas diffusés publiquement. Donc il n'y a pas d'enjeu. Un engagement qui, en fait, la portée du mandat, c'est que vous me mandatez moi pour mener l'action, et vous mandatez We Are Nature pour en avoir la direction. Donc We Are Nature prend les décisions de stratégie, relie les actes de procédure qui seront rendus publics de manière à ce que vous soyez informés de tout, mais si on commence à discuter avec tout le monde, plus de 1000 personnes qui lisent et qui me remarquent, ça serait tout à fait intenable. Et donc voilà, l'engagement c'est de donner son nom dans la cause et de servir à la masse, faire masse. Donc il n'y a pas de risque de condamnation non plus, d'ailleurs. L'engagement, le risque en cas d'échec, c'est les indemnités de procédure qui sont dues une fois, qui ne dépendent pas du nombre de requérants. Toujours sur le mode l'union fait la force, j'aimerais savoir si, à part We Are Nature, d'autres personnalités morales se sont associées à ce combat. Est-ce qu'il y a d'autres associations? Je pense à Grands-parents pour le climat ou Natagora, enfin toutes sortes d'associations. Ou est-ce que d'autres actions de ce type sont déjà engagées en Belgique ou ailleurs? Alors sur la deuxième partie de la question, d'autres actions de ce type, vous voulez dire le contentieux qu'on est en train de faire? À notre connaissance pas, peut-être, mais on n'en a pas connaissance. Et il y a d'autres personnes morales, et notamment Bruxelles Nature, qui nous soutient depuis maintenant plusieurs mois, et donc Bruxelles Nature, que sans doute beaucoup de monde connaissent ici, sont les pionniers. Ils font le job de défendre les espaces naturels depuis plus de 30 ans. Ils l'ont fait avec une constance incroyable, et donc on est hyper content qu'ils soient dans le cas, et je pense que peut-être qu'Elisabeth Phobie pourra dire un mot après. Les grands-parents pour le climat ne souhaitent pas se positionner sur ce contentieux parce que la question du logement est pour eux très importante et insuffisamment claire à ce stade, en tout cas. Et pour Natagora, est-ce qu'il y a quelqu'un de Natagora ici? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, je crois que la question est discutée. Mais pour l'instant, à ma connaissance, ça ne va pas au-delà de ça. Mais rien n'empêche de les solliciter. Et donc, si vous avez connaissance d'autres personnes morales qui pourraient se joindre à la cause, ça pourrait aussi être intéressant, puisque à nouveau l'union fait la force. Mais
Voilà. Le plus important, en tout cas, et c'est ce qu'on s'est dit depuis le début dans le cas, ce sont les citoyens. C'est important qu'on voit plusieurs associations, mais ce sont vraiment les citoyens qui vont faire la différence et qui vont avoir une signification particulière, parce que ce sont les droits individuels, fondamentaux de chaque personne qui vont être questionnés par le réchauffement climatique à Bruxelles, et donc c'est les citoyens qui doivent. C'est le propre des contentieux climatiques. Hein. Donc, on a besoin d'un véhicule pour organiser tout ça, donc on a dû constituer We're Nature, mais l'action est en réalité portée par les citoyens. Et ça, c'est vraiment le propre des actions climatiques. En fait, j'ai encore une question hyper pratique sur le mandat de représentation. C'est juste, peut-être, c'est mieux pendant la pause si vous voulez arrêter là. C'est juste que si on est famille avec jeunes enfants, on a 2 enfants, on fait un mandat, un parent, un enfant, et autre mandat, un parent, un enfant. Comment Non, alors les enfants, ils ne peuvent pas agir en justice avant 18 ans. Ils doivent être représentés, et la règle en principe, sauf décision du juge qui modélise ça, c'est l'autorité parentale conjointe. Donc l'enfant doit être représenté. Donc le mandat, c'est un mandat de représentation. Je veux sous-signer maman, papa. Le prénom de l'enfant représenté par maman, papa, donne mandat A. Ok. Et donc c'est l'enfant qui est... Deux fois le mandat pour les 2 enfants, avec les 2 parents. Ouais. Okay. Et donc c'est l'enfant qui demande la protection de ses droits devant le tribunal. Ce n'est pas les parents qui, au nom de l'enfant. C'est véritablement l'enfant. C'est ça qui est important. En fait, ici, ça dit qu'on combine, on peut combiner, on peut demander et nous-mêmes plus, c'est ça. Oui. Alors, on les deux parties. Je vais terminer ma question tout à l'heure. Merci pour votre début de réponse. Est-ce qu'on a une idée de est-ce que ça a été comptabilisé le nombre de surfaces qui correspondent de 0,5 ou de plus de 0,5? Donc la demande de We're Nature concerne quelle quantité d'espace sur Bruxelles et si oui, lesquels? Ou bien est-ce qu'on est dans une demande de votre part qui est ce que vous venez d'expliquer pour que ça corresponde plus ou moins à du juridiquement défendable, ou est-ce qu'il y a une véritable réalité? Combien y a-t-il d'espace que ça permettrait de sauvegarder dans Bruxelles? On ne sait pas répondre précisément pour, disons, 2 réponses, deux raisons. C'est que, d'une part, le PRAS est en train d'être révisé et dans les ateliers de révision du PRAS, il y a notamment la question de pouvoir identifier la situation existante. Autrement dit, le PRAS légal tel qu'il existe ne représente pas complètement le territoire actuel. Donc on n'a déjà pas, si vous voulez, la quantité de surface libre actuelle. Et on pourrait se baser sur, par exemple, Google Earth ou que sais-je, mais d'abord, ça, nous, on ne sait pas le faire. Donc, il y a des études qui sont en cours et il y aura sans doute des résultats qui vont arriver prochainement. Mais même si on avait cette image, ça ne nous donnerait encore pas les surfaces qui sont exactement concernées, puisqu'il y en a déjà qui sont protégées, d'autres qui ne le sont pas, et puis il y en a qui sont en espace vert, d'autres qui ne sont pas en espace vert, etc. Il y a toute beaucoup de différences de statut entre les différents terrains. Si bien qu'à ce stade, on ne sait pas, et c'est clairement une des informations qu'on devrait pouvoir obtenir du futur PRAS. Alors pourquoi utiliser ce critère? Alors, on peut le contester, on peut le discuter pendant longtemps, mais à un moment donné, on a dû trancher et on l'a fait. Pourquoi utiliser un critère objectif? C'est pour éviter un débat devant le tribunal où on devrait établir l'intérêt à protéger. Si on demandait la protection de sites en dressant la liste, ça impliquerait de justifier pourquoi. Celui-là, 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 celui-là. On aura toujours des sites qu'on va oublier ou Et ça, c'est juste impossible. On ne peut pas, nous, en tout cas, We're Nature seul et moi, comme avocat, plaider pendant 5 jours entiers uniquement sur la qualité de chaque site. Ça, on ne peut pas faire. C'est impossible. Et donc dire, chers amis du gouvernement, c'est votre compétence légalement, c'est votre métier, c'est votre job, vous devez faire un nouveau plan d'aménagement du territoire, après avoir réfléchi à
la qualité des différents sites et voir ce qu'on va en faire. Certains sont construits, certains pas. Ça, on ne le sait pas. Ça, on peut le demander. Pas à 100%, donc pas stop béton, c'est pas possible. Sinon quoi, une dent creuse, un terrain entre deux maisons, on est d'accord, c'est pas possible. Et faire le relevé, je pense qu'on ne saurait pas non plus, à grosse louche. On voit que tous les sites un peu médiatisés rentrent dans l'objet de la demande. Mais voilà, chacun peut-être, enfin, certains d'entre vous sont peut-être riverains de plus petites zones qui ne font pas 0,5 hectares. Je suis désolé, mais dans cette action-ci, on ne peut pas. C'est pas possible. Et s'il y en a plus des zones de 0,5 hectares en ville? Si, il y en a. Vous savez, ils prennent un petit bout, et puis pour finir, c'est une espèce de fromage à trous, quoi. Peut-être, attendez, il y a une question là, et après on revient chez vous. Je voulais comprendre un tout petit peu mieux le choix d'agir uniquement contre la région bruxelloise. Je comprends bien qu'elle est tenue de certaines obligations en propre, mais est-ce qu'il y a... et je vous pose cette question parce que, en parlant de ce projet autour de moi, moi je suis avocat, j'ai lu votre mise en demeure, tout ça, c'est très intéressant d'ailleurs, et c'est ça qui a fait que j'ai pu traduire pour des gens qui sont pas dans ce secteur, et que ça a commencé à les convaincre. Et donc, j'aimerais bien comprendre ce choix-là d'agir uniquement contre la région. Est-ce qu'il y a un risque éventuellement que, par exemple, on dise, bah oui, mais non, il faut impliquer aussi les autres, le fédéral, la Flandre, que sais-je, et que donc ça paralyse ou que ça retarde? Enfin, est-ce que vous pouvez dire quelques éléments supplémentaires par rapport à ça? Oui, bonne question. Deux raisons. La première réponse à votre question, je l'ai esquissé aussi tout à l'heure. Ce qui est particulier ici, c'est que la région, c'est une région à l'échelle d'une ville, ou d'une ville à l'échelle de la région, c'est le sens dans lequel on le prend, et il y a toutes les compétences. Les compétences environnementales, urbanistiques, de défense de la nature, tout ça est régionalisé. Donc la région est le seul compétent pour ce qui concerne son territoire. Il n'y a pas de possibilité de faire intervenir le fédéral, la communauté, la COCOF, la COCOM, ou que sais-je. Donc on a un adversaire. Alors le problème, c'est que les permis d'urbanisme, pour la plupart des projets, en tout cas pour les projets privés, sont délivrés par les communes. Puisque vous êtes avocat, vous savez que si j'ai 19 adversaires plus la région, ça en fait 20. Si j'ai la région, je n'en ai qu'un, ce sera un peu plus facile pour mettre en état. Donc, évitons d'avoir 20 adversaires avec 20 avocats de l'autre côté qui vont venir avec chacun les arguments, c'est ingérable. Donc, premier objectif, c'était on ne veut pas faire un procès aux 19 communes, parce que ça noirerait complètement le débat, ça rendrait les choses très compliquées. Et, je dirais par chance, dans la réglementation urbanistique, il y a une disposition qui permet à un bonhomme, enfin c'est une madame, qui s'appelle le fonctionnaire délégué, qui est un agent très spécial de la région bruxelloise, d'exercer une tutelle, donc un contrôle sur tous les permis qui sont délivrés au niveau communal. Et donc, l'objet technique, donc l'objectif, c'est d'obtenir un moratoire. Techniquement, ce que l'on demande, c'est que le gouvernement fasse injonction aux fonctionnaires délégués, puisqu'il est sous la direction du gouvernement, ce que le gouvernement conteste dans la réponse à la mise en demeure, raison pour laquelle on va citer directement le fonctionnaire délégué aussi. Donc, que le fonctionnaire délégué ait une injonction de suspendre au travers de son contrôle des permis communaux tous les permis qui sont délivrés sur les sites de 0,5 hectares. Alors, ce fonctionnaire délégué a cette compétence dans plusieurs hypothèses. Et dans une qui est pour nous fantastique, enfin, qui colle complètement à notre demande, c'est que le fonctionnaire délégué peut faire ça lorsque le prince est en révision. Pourquoi ? Pour éviter qu'à la hussarde, une commune délivre un permis sur un site, alors que dans le cas du projet de révision, on allait justement donner une autre affectation à ce site.
Pour éviter ça, le fonctionnaire délégué peut dire « Hop là, les amis, stop, ce permis, je le suspends pendant 2 ans, à partir du moment où le gouvernement a décidé de la mise en œuvre de la révision du PRAS. » De manière à geler la réalisation de projets qui viendraient empêcher la réalisation de nouveaux objectifs définis par la région. Le problème, c'est que la mise en œuvre de la procédure de révision du PRAS date de 2021, au-delà de ces 2 ans. Et donc, ce qu'on demande aussi au tribunal, c'est que le gouvernement soit condamné d'abord à publier au Moniteur un nouvel arrêté engageant la révision du PRAS, de manière à intégrer des éléments climatiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on a une raison de lui demander ça, ce qui fait courir un nouveau délai de 2 ans pendant lequel le fonctionnaire délégué peut suspendre tous les permis. Donc il y a des raisons techniques, il y a des raisons pratiques évidemment de limiter le nombre d'adversaires, mais il y a des raisons techniques, juridiques qui nous permettent de le faire de manière intéressante. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Une question là-bas. On revient à vous après. Bonjour et merci beaucoup d'avance. Il y a eu des moments de concertation au niveau du PRAS qui étaient publics. Le dernier s'est fait entre des réunions à Flagey et autres, et il donnait un petit peu le timing au niveau du PRAS. Et donc là, ils sont en train de travailler en effet à poser toutes les questions rassemblées, à proposer un dossier qui va être soumis. Et je pense que les décisions et les votes seront faits aussi courant 2025, si j'ai bien compris. Et je me demandais, comme vous disiez que la procédure ici arriverait au tribunal aussi, normalement début 2025, est-ce que la mise en demeure ici et vos actions arrivent dans un timing favorable avant les votes du PRAS, ou enfin je ne sais pas comment ça va s'emmancher l'un de l'autre. On a reçu des informations donc, de perspective qui gèrent la révision du PRAS pour ceux qui ont participé aux ateliers. Et donc il y a une modification du calendrier initial, puisque il y aura donc une sollicitation du gouvernement au mois d'avril de cette année, avant les élections, pour qu'il se prononce sur des principes d'orientation de révision du PRAS, et une proposition de PRAS en 2025 et qui devrait donc aboutir ou entrer en vigueur en 2026. Ça, c'est les dernières informations dont on dispose. Il faut voir comment les choses vont évoluer, mais donc ça correspond parfaitement avec notre timing du coup, et comme on est entre 2 législatures, c'est particulièrement intéressant, il me semble. Peut-être que vous voulez compléter. Oui, je pense que les agendas qui sont avancés par les administrations ou même par l'autorité politique ont plutôt tendance à se voir exploser. En décembre 2021, la modification est décidée selon le cadre légal, elle aurait dû être faite en 2 ans. On est 3 ans plus tard. Alors, je pense qu'il y a un vrai travail de fond qui est en train d'être fait et avec des orientations qui peuvent être intéressantes, je pense. Je pense que au niveau de perspective, pousser l'environnement, ils ont une vraie réflexion. Mais tout ça va faire l'objet d'arbitrages politiques. Et les arbitrages politiques qui peuvent être faits aujourd'hui, ou la semaine prochaine, ou dans 2 mois, ou dans un mois, ne seront peut-être pas les mêmes après le mois de juin. Et donc, on risque fort de repartir pour un tour, ou sur des discussions d'abord de formation de gouvernement, où cette modification du PRAS sera un enjeu majeur dans la formation du gouvernement. Donc je ne suis pas sûr que ça va se résoudre si facilement que ça en 2025. Donc voilà. Je pense que 2026, si c'est annoncé, c'est un minimum. Et donc, avec cette réglementation sur le demi-hectare boisé, si je suis promoteur d'un joli terrain qui fait plus d'1 demi-hectare, avec des bois, j'ai donc tout intérêt à refiler la partie boisée, par exemple à ma commune, qui sera trop contente, et sur le coup d'avoir un terrain qui échappe à la réglementation. Alors, ça se passe à Forêt. Alors donc dans la demande, ce n'est pas les 0,5 hectares boisés, hein, c'est 0,5 hectares.
Un terrain. Alors, ça va faire l'objet évidemment de discussions juridiques. Qu'est-ce qu'un terrain? Est-ce qu'un terrain, c'est quelque chose de physique qui est délimité par des voiries ou un canal ou une rivière, des éléments naturels, rivière, canal, éléments naturels, ou est-ce que c'est une parcelle cadastrale qui appartient à un seul propriétaire ou plusieurs parcelles cadastrales attenantes appartenant au même propriétaire formant un terrain? On va discuter de ça. Et il y a des réponses. Hein. Le terrain, dans son interprétation pour ce qui concerne l'urbanisation, c'est un terrain, quel que soit le propriétaire. C'est l'élément physique. Il y a plusieurs propriétaires. Oui, ok, mais donc je vois ça à Forêt, où il y a un échange potentiel entre des potagers de la commune qui vont chez le promoteur, et le promoteur, en échange, donne les bois de la parcelle à côté à la commune. Ce qui fait qu'elle échappe à la réglementation du demi-hectare. Il n'y a pas de réglementation. Il n'y a pas de réglementation par rapport à ces demi-hectares. Moi, c'est le critère... Au moratoire. Non, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent. Oui. Mais à partir du moment où il y a un moratoire qui dit interdiction d'urbaniser tout terrain, oui. tout site, alors, enfin, il y a une série de termes qui sont utilisés, qui font plus... Quelle que soit la propriété, vous pouvez changer la propriété, changer le bois pour l'un et le terrain en friche pour l'autre. Le moratoire n'est pas encore une application. Voilà. Donc, ce qu'on demande ne permettra pas d'éluder l'injonction si elle est ordonnée par le juge. D'accord ? Si le juge dit moratoire, on ne pourra pas saucissonner le terrain en disant « Ah, maintenant je n'ai plus que 0,4, je peux ». Et donc, si le saucissonnage est fait avant, c'est bon. Non, parce que avant, ça reste un site, un terrain, quel que soit le propriétaire. Il peut y avoir 4 propriétaires, ça n'en reste pas moins un seul site. D'accord, merci. Ah, il y a peut-être derrière vous, si vous voulez bien, monsieur qui n'a pas encore posé de question. C'est un peu question sur les conséquences à partir du moment où on gagne. Est-ce que la région peut passer au-dessus des décisions ou bien... Alors, il n'est pas rare que un jugement reste un bout de papier, malheureusement, et je crains que ce soit de plus en plus fréquent, en particulier avec certains condamnés et surtout des pouvoirs publics ou l'État fédéral. On le voit en matière de gestion du droit d'asile. Il est possible de demander des astreintes. Dans l'affaire Climat, ils ne l'avaient pas eu en première instance, je pense qu'ils les ont eu en appel. Ils n'avaient pas eu en première instance. Donc voilà, on peut les demander. Donc en cas de méconnaissance, je ne suis pas sûr qu'on les obtienne. Les juges ne sont pas toujours très ouverts à ça, en tablant encore sur la confiance qu'ils ont dans le justiciable, en particulier les justiciables publics qui respecteraient les jugements. En tout cas, on demandera le caractère exécutoire, même s'ils font appel. Donc la décision s'impose, même si on gagne, la région elle est en appel. Mais effectivement, c'est pas évident que lorsqu'on gagne une affaire, on obtient l'exécution de ce qu'on suit. Il y a une responsabilité politique aussi derrière. Et à nouveau, j'en viens au volet contentieux stratégique du nombre de personnes qui sont requérantes, qui soutiennent, qui mobilisent, qui mettent une affiche à leur fenêtre, voilà. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter 2 petits éléments dans le cadre de l'affaire Climat en appel? Le juge n'a pas encore, si je ne me trompe pas, décidé d'astreinte, mais a dit que le cas serait révisé dans 1 an pour voir si effectivement les parties condamnées prenaient les mesures nécessaires, à défaut de quoi les astreintes seraient potentiellement décidées. Ça, c'est une chose. Et dans le cas de l'asile, il y a quelque chose d'assez intéressant qui est en train de se passer, c'est qu'il y a des huissiers qui vont chez la secrétaire d'État pour aller confisquer des meubles, des fours à micro-ondes, des peintures, etc.
à titre d'astreinte. Et oui, 400 000 euros sur un compte aussi. Oui, 400 000 euros sur un compte, et ça pourrait aller plus loin. Et donc, ça, c'est pour le volet judiciaire, mais peut-être que nous, en tant que citoyens, on doit aussi se demander ce que ça signifie et ce qu'on doit faire à ce sujet-là. Et comme on parle de terrain de nos lieux de vie, des communes et de la région, si un jugement nous était favorable, ce serait certainement un appui vraiment considérable pour faire des actions qui auraient encore plus de poids au niveau politique cette fois. Oui, je voudrais revenir sur ce que Madame disait tout à l'heure, parce que c'est pas une question, mais ça me paraît quand même très important qu'on arrive à estimer, même à la louche, l'impact en fait potentiel de notre action en termes de nombre d'hectares concernés, pour se préparer simplement, parce que c'est certainement une question que le juge va poser. C'est une question logique. On peut avoir un ordre de grandeur. Il y a 52% du territoire qui est artificialisé. On connaît la surface qui est protégée, et donc l'ordre de grandeur, c'est entre ces deux valeurs, mais le différentiel, enfin, la marge d'erreur est très importante. Mais donc, cet ordre de grandeur, on peut le calculer facilement. On arrivera avec ça, je pense. Vous pouvez clarifier ça, j'ai pas bien compris. Pardon, oui, donc on connaît la surface de la région. Il y a une analyse qui a été réalisée sur la quantité de sol artificialisé, c'est 52% de la surface. Oui. Donc il reste 48%. Dans ces 48%, il y a on retire la forêt de soigne et les parties qui sont légalement protégées, qui sont mesurées par Bruxelles Environnement. Et entre ces deux, voilà, le delta, c'est dans ce delta que notre action se situe, mais il y a des marges d'erreur des deux côtés qui sont relativement significatives. Donc on ne pourra pas être extrêmement précis, mais on aura un ordre de grandeur. Oui, mais donc ce que vous dites, c'est que dans ce delta, il y a des sites ou terrains de 0,5 hectares qui seront, le cas échéant, concernés par l'injonction, mais sans pouvoir déterminer combien il y en a, ou quelle proportion de cet espace-là ou de ce territoire-là. Ça, vous ne le savez pas, c'est ça? Non, c'est ça. Donc on sera dans un ordre de grandeur, effectivement, avec des marges d'erreur des deux côtés. On ne pourra pas aller plus loin. Je ne vois pas comment on pourrait aller dans ce stade. Appel aux bonnes volontés, s'il y a des géomètres parmi vous, bien tout simplement des férus du mesurage via le site. Non, pas Google Maps. Oui, Brugis. C'est tout à fait possible de prendre les cartes par quartier, et puis un outil de contour qui permet de calculer les surfaces. Appel aux bonnes volontés. Intervention qui effectivement va être posée à un moment donné, ne fût-ce qu'à la cantonade. Vous ne savez même pas ce que vous demandez en réalité. Donc oui, c'est important. Pourquoi on ne peut pas savoir ça de la part de la région bruxelloise elle-même? Elle ne sait pas. Elle ne le sait pas. Elle ne le sait pas. D'où la très bonne gestion. Peut-être juste un élément, c'est que donc là, ce dont on s'occupe, c'est des... En anglais, on appelle ça Urban Green Spaces. Donc ça fait partie d'un champ d'études nouveau sur l'adaptation, qui est un champ d'études nouveau dans l'étude des impacts du changement climatique. Et donc il y a beaucoup d'études qui sont en train d'être lancées et de se développer sur l'utilisation de ce qu'on appelle l'infrastructure verte ou les solutions basées sur la nature. Et donc il est très probable que dans les mois qui arrivent, il y ait des études qui soient réalisées à Bruxelles et qui se spécifient là-dessus. Et donc là, ce sera précis. Voilà, il y a des choses qui se passent. Peut-être que Soren en dira un mot tout à l'heure. Voilà. Donc il y a des choses qui vont arriver et qui vont être très précises. Mais pour l'instant, je ne vois pas très bien comment on peut être plus précis que ça. Anne Bonnière, je soutiens l'RP et je suis aussi la porteuse d'une pétition pour préserver les arbres bruxellois. Ça, c'est ma pub. Maintenant, je voulais juste, avant de poser ma question, je voulais juste avoir un petit rappel de clarification sur exactement les deux points de la demande. Donc, c'est le moratoire, etc. Et l'autre point, c'était... Alors, la demande de moratoire, c'est la conséquence de la demande numéro 1, qui est le constat du manquement de la région dans ses obligations d'établir des plans et programmes d'adaptation conformes à la réglementation européenne.
et visant à garantir le respect du droit à la vie, du droit à la vie privée, du droit à l'environnement sain, etc. Donc un manquement, il y a une faute qui est commise, une faute qui est en train de causer un dommage et que ce dommage va s'accélérer, donc il faut donc intervenir pour faire cesser le dommage. Comment ? En prenant les plans nécessaires. Et en attendant, pour pouvoir prendre ces plans nécessaires, il faut pouvoir avoir la table vide, pouvoir travailler et réfléchir, et donc on fait un moratoire, on demande un moratoire. Ok, alors ma question c'est, et quand est-ce que va s'arrêter ce moratoire ? Lorsque le plan général d'affectation du sol sera adopté. Avec une Donc la clé, c'est le PRAS. Oui. C'est ça ? Oui. Et donc, il y a un enjeu dans un deuxième temps qui est, et c'est aussi important, la mobilisation dans l'affaire judiciaire est importante, mais il faudra aussi qu'elle ait lieu dans le cadre de l'adoption de ce PRAS, qui doit être soumis à l'enquête publique, qui je pense aujourd'hui, plus de gens imaginent quels sont les enjeux d'un PRAS que ce n'était le cas en 2001 lorsqu'il était adopté ou soit de ce que c'est. Aujourd'hui, les enjeux climatiques percolent quand même chez bon nombre de gens. Ce n'était pas le cas à l'époque, c'était normal, on n'en parlait pas. Donc il y a une prise de conscience. Il y a aussi une évolution peut-être du rapport à la consultation publique. Et donc il y aura des choses à faire dans le cadre de l'adoption de ce PRAS. Donc un moratoire, pendant qu'on prend des nouvelles, qu'on réfléchit à comment faire la ville. Parce qu'on ne peut plus faire la ville comme on le fait aujourd'hui sur base de standards qui datent d'il y a un quart de siècle. Et comment est-ce qu'on réfléchit collectivement sur la manière de faire la ville. Donc il faut agir sur les deux volets, d'où contentieux stratégique aussi, parce qu'il faudra agir sur la réflexion qui est en cours au niveau du gouvernement, qui sera surtout en cours, qui sera, dont la balle sera donnée au gouvernement futur, de prendre possession de ces enjeux-là par les citoyens et d'intervenir, pas uniquement dans l'enquête publique, mais de faire valoir des revendications étayées, sérieuses, sur la défense des sites qui nécessitent de l'être. Puisque l'objet de la demande, c'est pas de dire tout doit être protégé. Ce n'est pas possible. C'est il faut protéger ce qui doit l'être. Et ce qui doit l'être, ce n'est pas ce qui l'est aujourd'hui, parce qu'on l'a décidé il y a 25 ans. C'est ce qui doit l'être au regard des enjeux climatiques, de la prise de conscience de l'importance de l'utilisation des sols, etc. Donc c'est ouvrir la possibilité que cette réflexion puisse avoir lieu de manière ouverte. Et pas dans un an et demi, en disant « Ah ben c'est con, ça c'était vraiment un chouette endroit, on aurait pu faire de l'agriculture urbaine, mais on a construit. » Je vais me faire l'avocat du diable. En quoi est-ce que le moratoire va aider à la discussion sur le PRAS, en fait? Alors, il ne va pas aider à la discussion sur le PRAS, mais il va permettre que la discussion sur le PRAS ait lieu à un moment où, entre aujourd'hui et l'adoption définitive du PRAS, on n'aura pas continué à construire. Donc on va pouvoir discuter pendant tout le temps, toute la procédure de modification du PRAS, et au niveau des enquêtes publiques et autres, on va pouvoir discuter à jeu ouvert, et pas dans une course où, en fait, on ne discutera plus que des sites qui resteront encore non bâtis dans 1 an et demi, 2 ans, peut-être même 3 ans. Donc c'est figer les choses pour pouvoir ouvrir une réflexion. C'est un temps de pause pour se permettre de réfléchir de manière ouverte, objective, et pas avec des slogans nature contre logement ou autre chose. C'est permettre de vraiment se dire aujourd'hui on arrête de faire ce qu'on fait, on réfléchit pas parce qu'il faut le faire d'un point de vue moral ou éthique, même si c'est le cas, mais parce que la loi nous impose de le faire au travers de critères que j'ai évoqués tout à l'heure, qui sont objectifs, qui sont challengés tous les 5 ans sur base de l'état de la science et en tenant compte de ce que la nature peut apporter comme solution. Donc ce n'est pas dire on ne construit plus rien,
On arrête de construire maintenant pour pouvoir réfléchir collectivement à ce qu'on veut faire pour l'avenir de la ville demain. Oui, mais c'est déjà fait à travers justement le travail qui est fait sur le PRAS, les enquêtes, les consultations citoyennes, ça existe déjà. Non, parce qu'on continue à bétonner. Oui, mais la réflexion, elle est Elle est en cours. Oui, elle est en cours. Mais lorsque les choses viendront à l'enquête publique et que les sites que vous défendez auront été construits dans un an et demi, en tout cas sur lequel il y aura des permis, le permis, une fois qu'il est délivré, il est défini. Enfin, c'est un droit acquis pour son titulaire, à partir du moment où il est définitif. On ne peut plus discuter, on ne peut pas dire et ici, ce terrain-là, il mérite d'être utilisé à une autre fonction. J'entends bien, j'essaie juste de montrer qu'il y a un endroit là qui est, comment dire, délicat à négocier. Alors, on a deux combats, je pense. On a un premier combat, le moratoire. Toutes les personnes qui sont ici ont deux combats. Un, le combat au moratoire, et deux, vraiment l'obligation presque de contribuer à une plus grande clarté du PRAS et à y participer davantage. Absolument. Et donc, les gardes nature doivent poursuivre après le moratoire. Oui, même sans attendre le moratoire. C'est vraiment deux choses à faire en parallèle. C'est s'approprier la réflexion sur le devenir de la ville. En faisant valoir vos points de vue, collectivement, massivement, intelligemment, à l'égard du politique de l'administration qui est en charge de mettre en œuvre le nouveau plan. Et parallèlement à ça, obtenir un moratoire qui permet de gagner du temps sur la construction.